Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Depuis cette nuit, la commission d'enquête mise sur pied après la catastrophe aérienne de Nantes, cette commission travaille sans arrêt pour essayer de déterminer la cause de cet accident. Il est d'ores et déjà établi, M. Robert Gallet, le ministre des Transports, nous le dira dans un instant, que la responsabilité de cette catastrophe incombe au pilote du Coronado, celui qui a pu néanmoins poser son avion après la collision. La boîte noire et les documents de bord du DC-9 ont été retrouvés et les experts s'emploient maintenant depuis cette nuit à reconstituer minute par minute les différentes phases du vol. Je vous rappelle que cette catastrophe s'est produite dans l'après-midi d'hier. 2 avions espagnols qui faisaient route vers Londres se sont percutés. L'un des deux, un DC-9 de la compagnie Iberia, a explosé en l'air, entraînant la mort des 68 personnes qui se trouvaient à bord. Le second avion, un Coronado d'une compagnie de charter, aussi espagnole, réussissait quelques instants plus tard à se poser en catastrophe avec une aile arrachée sur l'aérodrome militaire de Cognac. Il y avait près de 100 personnes à bord, 100 personnes donc qui ont frôlé la mort de près. L'accident s'est produit à 9000 mètres d'altitude et à environ 20 km au sud de Nantes. Les débris du Coronado et les 68 victimes ont été retrouvés, éparpillés sur plusieurs communes de la région de Nantes, ce qui fait que beaucoup de personnes habitant la région ont été les témoins de moments dramatiques et traumatisants. Revenons quelques heures en arrière. Nous sommes ici sur le territoire des communes d'Aigrefeuille et de la Planche en Charente. Les pompiers, les gendarmes, les secouristes s'affairent autour des débris du DC-9, débris qui sont répartis sur plusieurs kilomètres carrés. Ils vont secourir, ramasser tous les corps répartis autour de ces débris. Tous ces corps seront transférés à l'hôpital militaire Broussais à Nantes, où une chapelle ardente sera dressée. Cette nuit même, M. Gallet, le ministre des Transports, et M. Grimaud, le secrétaire général à l'aviation civile, sont venus se recueillir devant les corps des victimes de cet accident. La catastrophe fut brutale, les témoins en parlent encore. Cette explosion en vol, ils la racontent eux-mêmes avec leurs mots tout simples. Écoutez-les. Quand j'ai entendu le bruit, c'est séparé en 2 morceaux. Il était haut à et puis il tourbillonnait. Ah, il était très haut. Il tourbillonnait et puis il filait en même temps qu'il tourbillonnait. Et vous avez pu évaluer la hauteur? Il était à 1000 mètres, 2000 mètres? Il était petit dans le ciel ou il paraissait Ah, très ça gros? faisait petit, gros comme un corbeau par exemple. Ça faisait comme des ailes qui se séparaient. Pour moi, ça m'a donné l'impression d'avoir vu 2 avions. La base militaire de Cognac en Charente, c'est là que le Coronado, accidenté, a réussi à se poser en catastrophe, aidé par un chasseur militaire qui l'a guidé jusqu'à la base de Cognac. Il manque 3 mètres au bout de l'aile gauche, le moteur extérieur gauche est arraché. Il y avait à bord 92 personnes, 86 d'entre elles ont accepté de repartir sur un autre appareil de la Spantax qui est venu chercher les passagers. Voici le Coronado accidenté et les bagages sont transférés dans un nouvel appareil qui emmènera les passagers. Les rescapés donc ont embarqué dans un autre appareil de la Spantax. 6 d'entre eux ont refusé de partir et ils racontent ce qu'ils ont vécu. ¿Qué s'est-il passé? ¿Qué ha pasado? Pues que el avión iba totalmente normal. L'avion allait tout à fait normalement. Bien, bien. Y de pronto, pues se oyó un golpe. Un coup terrible. Un coup. Un coup. Un movimiento brusco. Después se puso normal y tomamos tierra aquí. Ignoramos. ¿Por qué? A la partida hemos visto un ala en que le faltaba un gran trozo. Según Nous avons vu une aile à laquelle il manquait un gros morceau. ¿Y después? Después hemos venido con miedo, suavemente, hemos oído salir el tren de aterrizaje. On a entendu le train d'atterrissage. Hemos tenido más miedo. On a eu encore plus peur. Oui, les passagers du Coronado peuvent en effet maintenant avoir le sourire et on peut dire qu'ils l'ont échappé belle. Cette catastrophe est intervenue
Une semaine après l'entrée en vigueur du plan militaire Clément Marot pour le contrôle de la navigation aérienne, consécutif à la grève des contrôleurs civils. Le ministre des Transports, M. Robert Gallet, a déclaré que ce contrôle militaire était absolument hors de cause. Nous l'entendrons d'ailleurs dans un instant. Aussitôt après l'annonce de cette catastrophe, les pilotes de ligne français ont décidé de cesser tous leurs vols, exemple qui a été suivi par un certain nombre de compagnies aériennes étrangères. C'est ainsi que les pilotes espagnols, allemands et anglais notamment ont décidé d'annuler leurs vols vers la France. Les pilotes suédois ont passé outre la décision de leur fédération et plusieurs avions ont quitté Stockholm ce matin pour Paris. De nombreuses compagnies aériennes, je vous le disais, maintiennent d'autre part leurs liaisons. C'est le cas notamment des compagnies américaines, japonaises et italiennes. Et puis en fin de matinée, l'IFALPA, la Fédération internationale des pilotes de ligne, a demandé que tous les vols en direction de la France cessent jusqu'à nouvel ordre. Dans un moment, nous entendrons le général Guigaud, le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui nous dira dans quelles circonstances précises l'accident s'est produit. Auparavant, je vous propose d'écouter M. Robert Gallet, le ministre des Transports, qui s'est rendu hier soir sur les lieux du drame. Écoutons M. Gallet. Monsieur le ministre, d'après les premiers éléments de l'enquête, que sait-on exactement des origines de cette catastrophe? Eh bien, ce que nous savons est illustré sur ce tableau, c'est que le DC-9 d'Iberia, se rendant à Londres, en venant des Baléares, suivait une route normale qui l'a fait passer au-dessus d'Agen et qui devait l'amener à la balise de Nantes. Le Coronado, qui faisait Madrid-Londres, venait de passer au-dessus de Bilbao et avait une notable avance sur son horaire, l'horaire qui lui avait été fixé. Alors, à la suite d'un certain nombre de décisions qui ont été prises, on lui a demandé de ne passer au-dessus de la balise qu'à 14 heures, c'est-à-dire de prendre la suite du DC-9 d'Iberia. Et pour diverses raisons que le général va vous expliquer, il n'a pas exécuté, il a fait des fausses manœuvres et il est venu, comme le schéma l'indique, accrocher le DC-9 d'Iberia en plein vol sur la trajectoire, en un point où il n'avait rigoureusement rien à faire. En général, inévitablement, on va dire, ce sont les contrôleurs militaires aériens qui sont responsables. Que savez-vous, vous, en fonction des éléments de l'enquête et des enregistrements de vol? Alors, effectivement, jusqu'ici, nous nous sommes bornés à restituer les principales phases de ce vol à partir des enregistrements, des transmissions entre le sol et les deux avions. Pour ce qui concerne le Coronado, dont la trajectoire figure sur la gauche, à partir de 13h36, à 13h36 même, on lui a indiqué qu'il ne devait pas se présenter à Nantes avant 14h. Il a accusé réception et cette transmission a d'ailleurs été faite 2 fois de suite et 2 accusés de réception. À 13h43, on lui a demandé de passer sur la fréquence du contrôle de Brest puisqu'il arrivait en limite de portée du contrôle de Mont-de-Marsan. Il a accusé réception, il a même répété la fréquence du contrôle de Brest. Il n'est pas passé sur le contrôle de Brest pour une raison que nous ignorons et il n'a pas ralenti son vol ou fait de procédure de ralentissement sur ce trajet avant le point qui est indiqué ici, point à partir duquel il a effectué sans absolument aucun ordre un virage par la droite qui l'a amené dans la trajectoire, sur la trajectoire de l'avion DC-9 qui montait de Cognac sur Nantes. Autrement dit, il y a eu d'une part une avance sur l'horaire considérable, d'autre part non-passage sur la fréquence du contrôle de Brest, et enfin une manœuvre in extremis d'un virage du côté le plus défavorable d'ailleurs qui l'amenait en plein sur la trajectoire du DC-9. Voilà ce que nous pouvons restituer à partir des enregistrements. Et ce sont les éléments que nous pouvons exposer à l'heure actuelle. Le contrôleur militaire n'avait pas le temps matériel de dérouter le DC-9 ou de l'écarter? Le contrôleur militaire n'a pas dérouté le DC-9 pour la bonne raison que nous travaillons en contrôle de procédure. C'est-à-dire un contrôle qui est basé essentiellement sur le respect par les commandants de bord de l'itinéraire, de l'altitude, des horaires et des changements de fréquence. Donc, à partir de là, il n'y avait pas de contrôle radar, c'était hors de portée du contrôle radar. Il n'y avait donc aucune raison de penser que le Coronado n'avait pas
exécuter les ordres et de ralentissement et de passage sur la fréquence. Et on l'a attendu vainement sur la fréquence de Brest. Le pilote du Coronado est vivant. A-t-il expliqué la raison de cette manœuvre? Pour le moment, non. Il refuse donc de s'expliquer. Pour le moment, il n'a pas donné d'explication sur l'ensemble de cet accident, l'ensemble des éléments de cet accident. Des explications qui devront bien de toute façon être données. Depuis hier, l'effervescence est grande dans tous les états-majors politiques à la suite du premier tour des élections législatives. Dans tous les partis, on cherche à déterminer quelle sera la meilleure tactique pour le deuxième tour de dimanche prochain. On possède d'ailleurs déjà un certain nombre d'indications depuis hier au travers des déclarations et des prises de position qui ont déjà été rendues publiques à Fernbach. Bien sûr, mais les choses seront définitivement claires ce soir à minuit, heure limite des retraits des candidatures pour le second tour. Mais comme vous le disiez, nous avons déjà les indications car les états-majors depuis hier matin se concertent pour déterminer ce qu'ils pensent être la meilleure tactique pour le second tour. Ainsi, après une réunion groupant les socialistes, les communistes et les radicaux de gauche, la gauche unie a adopté le principe suivant. Le candidat de gauche arrivé en tête au premier tour sera le candidat unique de la gauche au second tour. Ce principe est la stricte application de la règle du désistement réciproque, mais chacun sait, et M. Mitterrand en particulier, que ce n'est pas forcément le candidat placé en tête au premier tour qui est le mieux placé pour l'emporter au second. Et si ce matin l'ensemble de la presse s'étonne de la stricte application de la règle, nos confrères rappellent tout de même que depuis quelques jours, M. Marchais laissait entendre qu'il ne ferait pas de cadeau. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et tout à l'heure, je me suis livré à un rapide calcul. Sur les 431 circonscriptions qui restent à pourvoir, il y aura 425 candidats uniques de la gauche, dont 180 communistes, 215 socialistes et 30 radicaux de gauche. Toujours pour la gauche, il y a eu hier soir une rencontre communiste-PSU. Le PSU s'est associé à un communiqué des communistes qui demande aux électeurs d'assurer le 11 mars prochain la défaite des candidats, je cite, réactionnaires. Les réformateurs, malgré un certain mystère sur les allées et venues de M. Servan-Schreiber et Le Canuet, ont laissé clairement entendre leur attitude. En effet, M. Le Canuet a déclaré hier soir devant les caméras de 24 heures sur la Une, pas de désistement, mais des retraits pour s'opposer à la victoire de la gauche, enfin des maintiens quand les candidats des réformateurs peuvent l'emporter ou tout simplement affirmer leur position. Notons que M. Servan-Schreiber, qui est en difficulté à Nancy, n'a pas fait de son côté de déclaration, mais son principal adversaire nancéen, Maître Souchal, dans un communiqué, lui demande solennellement de se retirer. La majorité, enfin, après un déjeuner à l'Élysée, les états-majors se sont retrouvés hier après-midi à l'hôtel Matignon. Les circonscriptions ont été étudiées une par une. Les fédérations prendront aujourd'hui les choses en main pour désigner un candidat unique, le candidat le mieux placé pour l'emporter au second tour. Rappelons seulement qu'hier soir, toujours devant les caméras de 24 heures sur la Une, M. Perfit a affirmé qu'il n'y avait pas eu de rencontre avec les réformateurs, mais n'oublions pas que l'on peut se parler sans se rencontrer. Il existe le téléphone ou les intermédiaires, par exemple, mais n'extrapolons pas. Mais encore une fois, les choses seront vraiment claires et nettes ce soir à minuit, donc nous en parlerons demain à 13 heures. C'est le dernier acte de la tragédie de Khartoum. Les corps des 2 diplomates américains massacrés par des commandos fédayines ont été ramenés aux États-Unis à bord d'un Boeing spécial envoyé par le président Nixon. Les 2 diplomates seront inhumés au cimetière national d'Arlington. Khartoum, dernières images du drame, c'était hier matin l'émouvante cérémonie du transfert des corps des 3 diplomates assassinés par les commandos de Septembre Noir. C'est à bord d'un Boeing spécialement envoyé par le président Nixon que les 3 cercueils et les familles des victimes ont quitté le Soudan. Après un dernier regard vers les lieux du drame, l'épouse de l'ambassadeur américain, Mme Cléo, et son fils disparaissent dans l'avion. Première étape, la capitale égyptienne où le corps du chargé d'affaires belge, Guy Head, sera débarqué. D'origine arabe, c'est au Caire qu'il sera inhumé. Puis l'avion reprendra son vol vers les États-Unis. Le ciel était gris, une pluie fine tombait sur la base aérienne d'Andrews, près de Washington, lorsque l'appareil s'est posé. Le secrétaire d'État William Rogers était venu rendre un dernier hommage aux victimes. Une garde d'honneur a descendu les 2 cercueils, recouverts du drapeau américain, tandis que la musique de l'aviation américaine
a joué l'hymne national et que retentissait une salve de 19 coups de canon. Demain, les 2 diplomates seront inhumés au cimetière national d'Arlington. Eddy Merckx ne sera peut-être pas au départ du Tour de France le 30 juin prochain à La Haye. Merckx a en effet annoncé hier soir qu'il avait renoncé à disputer le Tour de France, étant pris, a-t-il dit, par plusieurs autres courses. Reste à savoir maintenant si Eddy Merckx ne changera pas d'avis d'ici au 30 juin. S'il y a un endroit dans le monde où la distraction peut aller jusqu'à la frénésie complète, c'est bien Rio, au moment du carnaval annuel. On en est d'ailleurs, en ce moment, on est en plein carnaval de Rio, et vous allez le voir sur ces images qui nous sont arrivées ce matin, on s'y amuse beaucoup. Les Brésiliens, une fois dans l'année, donnent libre cours à tout ce qu'ils ressentent, à leur nature, à leur exceptionnelle impulsivité. Certains diront heureusement une fois dans l'année seulement, au vu des nombreux morts qui marquent déjà ce nouveau carnaval de Rio. Cela va être une fête, la fête jusqu'à bout de souffle. Jusqu'à l'épuisement complet, les Brésiliens danseront jour et nuit. On met les bouchées doubles en ce moment à la salle Pleyel à Paris, à 24 heures du concert que va présenter l'Orchestre 70 en hommage à Elisabeth Brasseur. Et cela avec de concours de nombreux solistes de l'opéra et de l'ORTF. Au programme demain, Faust de Schumann. Orchestre 70, un orchestre encore jeune mais qui fait parler de lui. Composé presque uniquement de musiciens amateurs appartenant pour la plupart à l'ORTF, sous la direction de Serge Roux, il va donner avec la chorale Elisabeth Brasseur et le concours des solistes de l'opéra et de l'ORTF un concert Schumann. Vous avez marqué quasi recitativo? Bon, à cet endroit-là. 3, 4. La politique de l'orchestre recherchait des œuvres peu jouées. C'est le cas du Faust de Robert Schumann. Faust de Schumann, c'est en fait toute une aventure, tout un événement, parce qu'il y a environ pas loin de 30 ans que cette œuvre n'a pas été jouée en France. C'est notre bibliothécaire, qui est premier violoncelle à l'orchestre, qui a eu l'année dernière l'idée de monter le Faust de Schumann, qui m'a dit, écoute, tu devrais te pencher sur cette partition, qui est assez remarquable et qui demande un déploiement assez gigantesque, tant à l'orchestre que dans les chœurs et parmi les solistes. Notre partie magazine aujourd'hui va vous être proposée en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Le Salon de l'Agriculture où nous retrouvons maintenant en direct Jean-François Robinet et Alain Veller. À vous le salon. Oui, ici le Salon de l'Agriculture. Et ce que vous voyez actuellement, c'est ma mascotte. 140 kilos, le champion du Cher. Mais ce 10e Salon international de l'agriculture, ce sont 4000 exposants, dont 200 étrangers. Près d'1 million de visiteurs attendus. L'an dernier, il y en avait 900 000. Il y en aurait eu plus d'1 million cette année s'il n'y avait pas eu les élections. Premier tour à l'ouverture du salon, deuxième tour le jour de la fermeture.
Le salon de l'agriculture, ce sont de nombreuses expositions de gibier, de chiens, de volailles, mais c'est avant tout le salon de l'élevage avec plus de 700 bœufs exposés. L'élevage, ce sera le grand thème de notre magazine d'aujourd'hui. Alors, tout de suite, je passe la parole à Jean-François Robinet qui se trouve dans notre studio des chambres d'agriculture. À vous, Jean-François. Oui, l'élevage est un sujet qui est fréquemment à l'ordre du jour, soit pour les agriculteurs que l'on discute à Bruxelles des prix à la production, soit que le beefsteak augmente et cela intéresse évidemment le consommateur et dans ce cas, il est mécontent. Alors entre les deux, il y a l'arbitre, en dehors des pouvoirs publics et de ses décisions, l'arbitre, eh bien, c'est le coût de production. Et pour que ce coût de production soit le plus rentable possible, il y a la valeur de l'éleveur, il y a sa formation. Eh bien, il semble, d'après les prototypes que nous avons pu voir ici, il semble que l'éleveur français soit tout à fait de la taille qu'il faut. Monsieur Bizet, l'intérêt de ce salon pour l'élevage français, quel est-il? Tout d'abord, une confrontation qui, en lui permettant d'observer ce qui se passe aussi à l'étranger, puisqu'il y a des présentations d'animaux étrangers, lui permet de prendre conscience de ce qu'il n'est pas en position d'infériorité. C'est déjà un point extrêmement important car on a tellement dit et répété que l'agriculture française était en retard, que son élevage était en retard, que les éleveurs sont arrivés à le croire. Justement, il y a aussi ici les nouveaux partenaires du marché commun, il y a des animaux qui sont arrivés de Grande-Bretagne. Bien sûr, de Grande-Bretagne, de Belgique, de Hollande, du Danemark depuis hier au soir. Encore qu'il y a eu là un petit inconvénient vétérinaire à la douane, c'est-à-dire à l'entrée. Mais enfin, ça s'est dominé. Nous en avons des Suisses, des Autrichiens, des Italiens. Mais la confrontation avec les animaux britanniques, comment ça se passe? Mais très bien. Depuis que les Britanniques vendent des races françaises dans tous les pays du monde, je crois qu'il faudra que la France, sans évidemment sacrifier ses propres races, ses propres fondements en matière de production animale, admette que les Britanniques peuvent pénétrer également chez nous. Il y a une question que je voudrais vous poser. On le dit fréquemment que l'agriculture est à un tournant, mais cette fois, je crois que c'est bien vrai. Les fermes maintenant sont tout à fait équipées, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui hésitent, qui ne savent pas s'ils doivent continuer, qui ne savent pas aussi s'ils doivent changer de spéculation, et surtout qui se demandent si vraiment il faut faire de la viande. Alors, est-ce qu'à ce salon, ils peuvent trouver une réponse? Ils trouvent plusieurs réponses qui d'ailleurs ne leur permettent pas d'en faire une parfaite. La première réponse que le salon peut leur apporter, s'ils observent bien, il leur faut 2 jours en général pour cela, je dis ça pour les gens qui ne sont pas encore venus au salon et qui voudraient venir, ils constateront que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est loin d'être en état d'infériorité, au contraire. Que ce soit sur le plan des techniques d'élevage, des techniques d'insémination artificielle, où nous sommes tout de même les premiers au monde ou à peu près, nous n'avons rien à envier à l'étranger. Mais est-ce qu'ils peuvent rencontrer ici des experts, des spécialistes, des leaders des organisations professionnelles, bien sûr? Bien sûr, dans la plupart des stands, Institut technique de l'élevage Bévin, organisations professionnelles, Union nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle, recherche agronomique qui a un important stand aussi, et où ils peuvent découvrir un certain nombre d'expériences qui n'ont pas encore été modulées pour être transposées en grandeur nature, mais qui sont prodigieusement intéressantes pour l'avenir. Bien, Monsieur Bizet, nous reparlerons d'élevage tout à l'heure avec Monsieur Bruel, qui est là et qui est le président de la Confédération d'élevage. Nous allons maintenant retrouver chez lui un éleveur, nous l'avons présenté la semaine dernière, d'ailleurs, dans son charolais, où il préparait ses bêtes pour venir à ce salon. Et il nous dit justement pourquoi il vient au salon de l'agriculture, en quoi cela l'intéresse beaucoup. Nous le reverrons d'ailleurs après ce film, nous le reverrons ici. J'ai satisfaction de m'organiser moi-même, déjà d'une part, j'estime que c'est déjà un grand loisir. C'est-à-dire que vous êtes votre patron. Moi, je suis mon patron, oui. Et puis, mon Dieu, avec ça, j'ai quand même de bons moments. Disons qu'en été, si ça me fait plaisir de partir faire un tour en voiture, je n'ai pas de compte à demander à quiconque, je pars et puis ça fait le compte. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce salon de l'agriculture? Bon, écoutez, pour moi, ça représente une petite semaine de détente, disons. Et ça me permet d'abord de me comparer à certains de mes collègues et puis, disons que ça nous permet de voir beaucoup de choses. Ce que je fais pendant le salon de l'agriculture, déjà quand j'y suis seule, le matin, je m'occupe de la bête, de lui faire sa toilette et puis de lui donner à manger, quoi, évidemment. Le soir aussi, dans la journée, je suis quand même obligée de m'occuper d'elle pour qu'elle soit toujours tenue en parfait état, qu'elle soit bien présentable. Et puis, dans la journée, je fais quelques petites sorties dans Paris. Ce
ce couple d'éleveurs, nous l'avons bien sûr retrouvé. Alors Renaud Delourme, si vous voulez bien retrouver ces gens que vous avez déjà interviewés. D'abord, je dois vous dire que c'est à 3/4 d'heure du concours de la race. À 14 h débute le concours de la race charolaise. C'est vraiment le moment le plus important pour les éleveurs de Charolais. Alors, Monsieur Champeau, comment est Génoise? Ma foi, je pense qu'elle est pas mal. Qu'est-ce que vous appelez pas mal? Dans quelle forme? Disons qu'elle se présente plutôt bien. Bon, dans les concours de la race, il y a une façon de présenter les animaux pour qu'ils soient le plus appétissant possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment doit être l'animal présenté? Écoutez, tout d'abord, il doit être d'une façon très naturelle, c'est-à-dire que son corps doit être dans une position très détendue. Et puis, ma foi, il faut intéresser l'animal de telle façon à ce qu'il n'ait pas à regarder ailleurs, voyez-vous, que les oreilles soient dirigées vers l'homme qu'il présente en général. Et puis alors, il faut surtout faire placer les pattes avant, les pattes arrière, de telle façon à mettre la bête à valeur. Quoi. Au fond, c'est la photo de l'animal. C'est la photo de l'animal. Et ça a une importance dans les concours? Ah oui, bien sûr. C'est une très grande importance. Bon, nous avions vu la semaine dernière, donc Génoise, chez vous. Est-ce qu'elle a changé de forme depuis la semaine dernière? Son poids, par exemple? Pas tellement, non. Son poids n'a pas varié. On l'avait pesée à 795 kg chez vous. Quel est son poids aujourd'hui? Elle fait encore 795 kg. Elle n'a pas bougé du tout. Madame Champeau est derrière sa génisse, derrière Génoise. Elle donne les derniers coups de peigne. Oui, je suis en train de donner les derniers préparatifs avant le jury qui aura lieu dans peu de temps. Alors, coup de peigne et aussi cosmétique? Oui. Bien, écoutez, nous vous souhaitons bonne chance pour tout à l'heure à 14 h. Alors bien sûr, des Génoises, il y en a beaucoup ici. Monsieur Bodilis, pratiquement toutes les grandes races françaises sont représentées. Oui, en ce qui concerne notamment les bovins, nous présentons aujourd'hui simplement un échantillon de 12 principales races françaises qui sont soumises au concours. Vous avez par exemple la blonde d'Aquitaine, suivie de la limousine. Oui, là nous organisons un peu le défilé de mode. C'est bien ça, un défilé de mode. Chaque race ayant son standard, ayant sa conformation, ayant des qualités propres, soit pour la viande, soit pour le lait, et jugée de cette manière. Bien, alors on les décrit. Le numéro 50, je ne sais pas si on le voit à l'antenne parce que nous n'avons pas d'écran de contrôle, c'est quoi? C'est un limousin. Le 89 juste derrière. Également un limousin, suivi d'un animal de la race brune. Puis les charolais sont également de la même famille que celui que l'on vient de voir. Alors eux aussi se présentent au concours. Sont également au concours cet après-midi. Alors les petits juste derrière. Derrière, c'est la race française frisonne pinoire qui vous présente d'ailleurs sa championne et son champion, tout frais d'ailleurs, du concours d'hier soir. Alors je ne suis pas expert en la matière, mais enfin il y a les races à lait et les races à viande. Il y a les races à lait, les races à viande. Celle-ci est une race à lait, une race laitière mixte mais orientée sur la production laitière essentiellement. Alors, comme celle qui suit d'ailleurs, et qui est la race Abondance, la première des races tachetées, les races Pirouge de l'Est. Voilà l'Abondance. Bon, si vous voulez, on va aller un peu plus vite parce qu'il y en a énormément. Alors, si vous voulez, on va tourner. Alors, Pirouge de l'Est, Abondance, qui suit. La Normande, qui caractérise les plaines de Normandie. Ensuite, la Ménanjou, proche d'ailleurs régionalement de la Normande. La Pirouge des Plaines, également proche de la Normande et des précédentes. La Salers pour le Massif central. La Tarine pour les Alpes. Non, attendez, ne reculez pas, au contraire, c'est que je vous masque en ce moment. Et nous masquons tous les deux les animaux. Alors ensuite, de l'autre côté... Nous abordons maintenant les étrangers, après avoir vu la Tarine, par conséquent, les étrangers. Alors en tête, nous avons ici Sussex, nouvelle race venue à Paris. Alors, Sussex, on ne s'y retrouve plus, c'est laquelle C'est celle que la dame en noir présente. Ah bon, très bien, oui, la petite. Voilà, voilà les races britanniques maintenant, vous voyez, oui. La Sussex en tête, suivie d'un Hereford, d'un Galloway. Galloway, c'est le très clair, là. C'est le blanc, ou blanc un peu crémeux. Et les énormes. Suivi derrière d'un croisement d'Aberdeen et de Charolais. Derrière, nous avons la race de Haute et Moyenne Belgique. Bon, et après les Belges? Après les Belges, nous avons directement les Autrichiens, puis nous avons les Suisses, puis les Danois, les Allemands, nous avons également les Néerlandais, et nous finissons par les Italiens. Alors ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est quand on voit toutes ces races, c'est pourquoi il y a un déficit en viande. Alors tout de suite,
Jean-François Robinet, si vous voulez voir ce problème. Bien oui, pourquoi manque-t-on de viande? On se pose souvent la question. Il y a quand même une raison majeure. L'élevage n'assure pas une rentabilité rapide et il demande surtout un travail constant de l'éleveur. Mais en dehors des prix, il y a des moyens d'assurer tout de même une meilleure rentabilité en augmentant les rendements. Monsieur Bruel, quels sont les progrès qui sont faits en ce domaine? Les progrès sont énormes. Quand on constate par exemple ce qu'était l'élevage de suite après la guerre, en 20 ans, la production nationale française a augmenté a doublé. Et cela sans aucune incitation. Au contraire, avec un matraquage permanent qui s'est fait sur le dos des éleveurs et pratiquement un découragement. Grâce à quelle raison ce progrès? Eh bien, c'est parce que les éleveurs français aiment leur métier d'abord. Et que deuxièmement, il y a un certain nombre de régions qui étaient, qu'on le veuille ou non, condamnées à faire de l'élevage. Et c'est grâce à cela qu'on a encore de la viande, qu'on est excédentaire de viande, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on était déficitaire. En France, on est excédentaire. En France, mais dans on est l'Europe, excédentaire. on est déficitaire. Ouais. Et moi, je pense quand même, quand je vois tous ces beaux animaux qui viennent de défiler, là, que c'est quand même une des grandes richesses nationales et qu'on ne la met pas assez en valeur. On ne dit pas suffisamment que dans notre exportation, ça représente une possibilité énorme, au même titre qu'un certain nombre de matériels industriels très compliqués, très perfectionnés. Et la France a un potentiel de richesse avec les races françaises qui est considérable, qu'on ne met pas suffisamment en évidence. Oui, d'ailleurs, on peut dire que dans la balance des exportations, l'agriculture est le secteur le plus positif. Mais est-ce que la Confédération de l'élevage que vous représentez a un plan qui permettrait de produire plus de viande? Et puis, il faudrait répondre aux consommateurs d'éviter que le beefsteak ne crève à nouveau le plafond. Oui, le consommateur, je pense que la première des choses, c'est de lui dire la vérité. Et il faut dire au consommateur que la viande est un produit qui coûte très cher, et s'il veut être assuré d'avoir en quantité de la viande qu'il pourra choisir, ensuite qu'il soit toujours de très bonne qualité, il faut la payer au producteur. Le producteur ne pourra pas être cet individu qui, ne pouvant pas faire autre chose, se contentera in vitam aeternam à faire de la viande. Il faut que ce soit rentable, c'est la première des choses. Et c'est pour cela que nous disons dans notre plan au gouvernement, la première des choses, c'est une option politique. Il faut véritablement qu'à l'échelle de l'Europe, on soit décidé à payer la viande son juste prix. Bien ça, c'est un problème dont on parlera bientôt, puisque les prix doivent être fixés à Bruxelles. Hélas, j'ai quelques inquiétudes. D'accord, mais sur le plan professionnel, que peuvent faire les éleveurs eux-mêmes alors pour se Bien, les éleveurs, je pense que dans la mesure où elle est rentable, les éleveurs français, qui sont des gens qui aiment leur métier, qui ont une réelle compétence, pour lesquels il est évident que la recherche n'a pas toujours pu faire ce qu'elle aurait dû faire, car on a les crédits destinés aux productions animales sont nettement insuffisants, mais malgré cela, les éleveurs français ont fait un très très gros effort. Ils le continueront et voyez cette année-ci. Par exemple, en 72, où l'on peut dire que les prix ont été plus attractifs, il est à peu près certain que les 22% de génisses ou de femelles qu'on ne trouve pas dans les statistiques d'abattage sont au niveau de l'élevage prêtes à produire. Et c'est cela la richesse de notre pays, à condition qu'on ne revienne pas en arrière. Et c'est pour cela qu'il était très important dans l'Office national interprofessionnel de la viande que le prix soit garanti à un niveau suffisamment élevé pour que les agriculteurs, les éleveurs n'aient pas peur que l'on revienne en arrière. Bien là, il faut attendre maintenant les décisions de Bruxelles à ce sujet. Une dernière question très brève, Monsieur Bruel. Est-ce que quand vous voyez un jeune et qu'il vous demande s'il y a des débouchés dans l'agriculture, des débouchés dans l'élevage, est-ce que vous l'encouragez? Je l'encourage de plus en plus en lui disant d'être attentif, car ce n'est pas un métier de fonctionnaire. Et que par conséquent, il est bien certain que son métier sera fonction d'un certain nombre de problèmes et de choix que lui peut déterminer à faire. Au niveau de ses organisations professionnelles, il faut avoir une organisation syndicale puissante, des organisations économiques, et il faut que les consommateurs et l'opinion publique avec l'État prennent un certain nombre de mesures. En fonction de cela, je crois en l'élevage, je suis persuadé que la France a une partie considérable à jouer. La preuve, nous avons 50% de nos surfaces agricoles qui sont des surfaces herbagères, qui devraient pouvoir produire, j'en suis certain, le double de ce qu'elles produisent. Alors pas de problème pour le consommateur à ce moment-là. Bien, Monsieur Bruel, une autre forme d'élevage que nous allons voir maintenant, nous voyons déjà en ce moment, c'est le cheval. Et je repasse là la parole à Alain Veller, car là aussi, il y a actuellement des débouchés et un intérêt qui redevient très important pour le cheval. Oui, je suis ici avec Monsieur Jourdan, qui est directeur des haras de la région parisienne. Monsieur Jourdan, c'est un débouché considérable maintenant pour l'agriculture, l'équitation. Mais nous assistons en ce moment-ci à une expansion considérable de l'équitation. Et
Les jeunes viennent de plus en plus au cheval, sont de plus en plus exigeants, nous demandent des chevaux à leur taille. C'est ainsi que l'élevage du poney se développe en France. Est-ce que le poney, c'est une bonne école pour l'enfant qui ensuite risque de devenir un cavalier? Bien sûr, c'est l'animal idéal pour progresser, pour apprendre l'équitation. Et nous avons en France des races de poney locales. Ces races de poney qui sont le landais, ne suffisent pas, le landais, le poney français et le potioc. Les poneys, c'est le petit cercle qui tourne autour de nous. Ne suffisent pas à la consommation actuelle, au désir de la clientèle. Nous avons aussi des races de grands chevaux français, de chevaux un peu plus grands français, tels que les Camargues ou les poneys de Mérins. Mais nous avons été obligés d'importer pour satisfaire la clientèle des reproducteurs d'Angleterre, tels que les Dartmouth, les Welsh, les Connemara, ou encore d'Autriche, tels que les Haflinger. Toutes races qui sont représentées ici et qui sont en train de tourner. Alors dans ce sens-là, ce sont les poneys, et dans l'autre sens, ce sont les chevaux de selle. En tête, nous avons les Arabes. Il y a 2 représentants de l'espèce, 2 Arabes qui sont des chevaux améliorateurs par essence de toutes les races chevalines. Il y a le Camarguais. Le Camarguais, nous l'avons vu, nous l'avons classé parmi les petits chevaux, il tourne à main gauche. Derrière les Arabes, les Anglo-Arabes. Et enfin, les chevaux de selle français qui sont les plus grands chevaux de selle que nous ayons en France et qui peuvent participer à toutes les grandes compétitions internationales, que ce soit de dressage, de concours hippiques ou de concours complet d'équitation. Mais à quoi attribuez-vous le succès de l'équitation aujourd'hui? Eh bien, je crois que c'est au désir d'évasion de la population citadine, surtout, que nous devons attribuer le succès de l'équitation. L'homme a besoin de se retremper au contact de la nature, de revivre avec les animaux, et le cheval est un compagnon merveilleux de tout temps. Nos ancêtres appréciaient le cheval, eh bien l'homme moderne l'apprécie aussi, que ce soit pour se promener ou pour faire du sport. Donc ce qui vous intéresse le plus, vous, c'est le sport d'agrément beaucoup plus que la course? Il y a la partie course, bien sûr, qui a une importance considérable, d'abord parce qu'elle est amélioratrice de l'espèce, mais des espèces de chevaux de course. Ici, nous ne l'avons pas présenté de chevaux de course, parce que la plupart des citadins les voient sur les hippodromes, mais on les voit aussi à la télévision tous les dimanches. Nous n'avons présenté que les chevaux de selle, qui sont un peu les parents pauvres, que l'on voit moins souvent sur les écrans. Bon, alors peut-être que vous pouvez leur faire quelque chose, je sais que ici ce n'est pas facile. Il est difficile de partir, mais je vais leur demander de partir au trot, pour montrer leurs allures. Les Arabes, en tête, vous partez au trot, vers là-bas. Bon, si vous voulez, je vous laisse un peu diriger cette reprise, si on peut appeler ça une véritable reprise. Et c'est sur ces images que je vais rendre l'antenne à Cognac-Jay, en vous rappelant que cet après-midi, il y aura une autre émission en direct du Salon de l'Agriculture Vive au présent, et que jeudi, notre 13h magazine sera encore présenté en direct d'ici. Il sera consacré cette fois-ci au machinisme agricole et à la motoculture de plaisance. Quand vous voudrez, à vous Cognac-Jay. Il est temps de passer aux affaires monétaires. Si l'on en croit un journal américain, le Washington Post, certains pays arabes auraient largement contribué à la crise monétaire en transférant le mois dernier plusieurs milliards de dollars en Allemagne. Le Washington Post estime en effet qu'une bonne part des 6 milliards de dollars qui ont déferlé sur l'Allemagne provenaient justement de producteurs de pétrole du Proche-Orient. On connaîtrait donc maintenant à la fois la cause et l'effet de cette nouvelle crise. Reste à trouver la solution. Qu'en pense-t-on à la bourse, Jean-Michel Quatrepoint? Vous savez, je crois que ces fameux émirs du Koweït ou de la côte des pirates, on en parle beaucoup, mais leurs fonds sont quand même relativement limités. Il ne faut pas rejeter tout sur eux. Il y a les sociétés multinationales, certaines se défendent d'avoir spéculé, mais elles placent leur trésorerie, et c'est normal, et elles placent au meilleur taux, donc contre le dollar, quand le dollar est faible. Il y a aussi d'autres grandes sociétés, les particuliers, et on a même parlé l'année dernière, lors de la crise de mai 71, des banquiers allemands et des banquiers suisses qui avaient spéculé contre le dollar. Alors je crois qu'il ne faut pas avoir une interprétation simpliste des choses et tout rejeter sur le Moyen-Orient et les émirs du Moyen-Orient. En tout cas, en ce moment, on est un peu plus calme. C'est la fermeture des marchés d'échange qui donne un répit à tout le monde. Et aujourd'hui, les financiers attendent, observent, ils attendent et observent et veulent savoir quelles décisions seront prises à la fin de la semaine. Calme également sur le marché de l'or. À Londres, ce matin, on a coté 83 $ l'once d'or fin, soit le même cours qu'hier. Et à Paris, on est en léger retrait. Vous voyez la barre qui s'inscrit à 12 275 contre 12 325, léger retrait sur le lingot. Et la pièce française de 20 francs, le NAP, le Napoléon, lui baisse plus sensiblement, comme hier déjà, 87 contre 89,20.
Mais aujourd'hui, l'événement de la séance à Paris, c'est la hausse des valeurs françaises. Les gains sont sensibles et l'on signale des achats de l'étranger. Toutefois, les affaires restent de faible ampleur et les investisseurs hésitent à acheter sur une grande échelle tant que le résultat du deuxième tour des élections ne sera pas connu et que la situation monétaire dont je vous parlais tout à l'heure n'aura pas été éclaircie. C'est en effet vendredi que se réunit à Paris le groupe des 10, c'est-à-dire les 10 pays les plus riches du monde. On dit toujours dans les milieux financiers, notamment en Suisse, qu'une flottation concertée des monnaies européennes par rapport au dollar pourrait y être décidée. Mais la France et l'Allemagne n'ont pas la même position sur ce problème. La France voudrait que la flottation soit réservée aux parités commerciales du dollar, ce qui permettrait de conserver notre double marché d'échange. L'Allemagne, au contraire, est hostile à cette formule et voudrait que la flottation soit totale, ce qui implique, bien sûr, la suppression de notre double marché. Quant aux Américains, bien, ils paraissent décidés à venir en force à Paris. Qu'apporteront-ils dans leur bagage? C'est encore l'inconnu. Mais certains experts pensent qu'ils pourraient proposer une double action. D'une part, les États-Unis accepteraient d'intervenir directement sur les marchés d'échange pour régulariser les cours et soutenir le dollar. En contrepartie, ils demanderaient aux Européens de vendre un peu de leur or sur le marché libre pour calmer la fièvre spéculative et éviter d'atteindre des cours comme ceux de 96 $ l'once que l'on a connus la semaine dernière. Mais tout ceci, bien sûr, ne sont que des hypothèses. Pour en revenir aux valeurs françaises, la bourse a fait de bonnes affaires, même si aujourd'hui les affaires sont un peu moins importantes, mais durant janvier et février, la bourse a fait de très bonnes affaires, puisque le volume des transactions a augmenté de 45% par rapport au mois de janvier-février 1972. C'est Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, dont vous voyez le cours sur ce tableau, et Carrefour qui ont enregistré les transactions les plus importantes. Au palmarès des hausses, la Radiotechnique qui a enregistré une hausse des cours en 2 mois de 38%. Le matériel électrique, d'ailleurs d'une façon générale, occupe beaucoup de place d'honneur avec les hausses de LMT, CIT Alcatel et d'autres. Les valeurs étrangères, trop tard, le Pinet 209 contre 208,60 hier, il monte alors que le Napoléon baisse, il semble avoir quelques achats sur le Pinet. En tout cas, c'était une bonne séance pour les valeurs françaises. À vous, Claude Brevelly. Et une bonne édition de 13h. Toute notre équipe vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, bon après-midi.